Bonsoir Pierre-Antoine Gailly. Bonsoir. Alors juste pour fixer les idées, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est quand même 400 000 entreprises cotisantes ou adhérentes, autour de 20% de la richesse produite en France. Vous en êtes le président depuis un peu plus d'1 an, après avoir vous-même dirigé des entreprises, d'ailleurs assez atypiques, le Bon Marché, le Lido, le Moulin Rouge. Ça c'est pour le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous remonte de la base, si je puis dire? Quelle est l'ambiance dans les entreprises? Aujourd'hui, de l'inquiétude, mais aussi de la préparation face à du mauvais temps. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas plus, il faut le redire, de dépôt de bilan. Il y en a plutôt un peu moins que l'année dernière. Il n'y a pas plus de demandes aux médiateurs de crédit. Il y a par contre beaucoup d'inquiétudes face aux agitations liées à l'euro que l'on connaît, face aux problèmes de gouvernance qui se posent ici ou là, que ce soit au niveau européen ou peut-être, nous le verrons tout à l'heure, au niveau du Grand Paris et de la métropole capitale. Et ça, c'est pas formidable pour l'investissement et pour la croissance économique, quoi. La conséquence de tout cela, c'est que les gens retiennent leur projet d'investissement, que les gens retiennent leur projet d'embauche et on en voit la consécration, malheureusement, à travers le chiffre du chômage. La perte du triple A de la France en fin de semaine dernière, c'est rien, c'est un coup de semonce, c'est un électrochoc qui peut éventuellement être salutaire, si oui, à quelles conditions d'ailleurs? C'est un choc qui, je pense, fera du bien dans la mesure où il nous fait réaliser une chose que tout le monde connaît. Un ménage surendetté, on sait ce que c'est. Une entreprise surendettée, on sait où elle va. Un État surendetté, on n'avait pas véritablement compris. Or, 85% de déficit pour un État comme le nôtre, un des premiers États européens, ça n'est pas durablement possible. Alors, toujours est-il qu'il y a une conséquence concrète à cette dégradation, c'est que le sommet social qui est convoqué demain par Nicolas Sarkozy est rebaptisé sommet de crise. Vous-même, d'ailleurs, à la faveur de ce grand débat qui s'ouvre, qui est aussi le débat électoral, d'une certaine façon, vous dites que vous avez vos propositions. La première, qui paraît aller de soi, c'est de restaurer la compétitivité. Comment ? Alors, parier sur les entreprises et être convaincu qu'elles seront le moteur du redémarrage. Pour cela, la compétitivité, c'est quoi? C'est simplement réduire le coût du travail, c'est simplement contenir les dépenses publiques, c'est simplement faire en sorte que nous ayons autant que nos voisins d'entreprises d'une certaine taille. Nos entreprises en France sont soit très très grandes, soit trop petites. Et il y a donc là aussi à travailler sur les fonds propres et un certain nombre de notions de ce genre. On a le sentiment que le patronat profiterait un peu de la crise pour attaquer ce qui reste des acquis sociaux, non ? Ce ne sont pas les acquis sociaux qui sont en cause. Car on parle en France beaucoup de redistribution, de répartition. Mais lorsqu'il n'y a pas grand-chose ou plus rien à répartir, le problème n'est pas là. Il faut véritablement réduire les coûts, réduire les dépenses de l'État. Et là, ça n'est pas, encore une fois, le niveau des acquis sociaux qui est contenu. Le problème des retraites a montré qu'il n'était plus possible de se contenter de 40 ans et qu'il fallait bien aller au-delà si nous voulions transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants un futur au moins aussi riant que le nôtre. En même temps, vous le disiez, les retraites, ça a été fait. Au moins pour les prochaines années. Le marché du travail est quand même très flexible. On encourage la recherche, l'innovation avec le crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Le marché du travail est très flexible, avez-vous dit. Je ne suis pas certain que nos règles, mais elles sont en train d'évoluer. En matière de chômage partiel, par exemple, montrent la même plasticité que ce que les Allemands ont pu utiliser en 2008-2009, lorsqu'ils ont su merveilleusement bien régler les temps de travail. Et on va reparler certainement du temps de travail, mais régler le temps de travail, le niveau des salaires afférents, et le tout sans rompre les CDI, c'est-à-dire en assurant la continuité des contrats. Trop de bureaucratie, trop de systèmes concurrents, trop compliqué à utiliser pour les entreprises, c'est ça ? Savez-vous que près d'une loi sur 4 n'est pas applicable parce que ces décrets n'en sont pas sortis. Donc oui, certainement un temps de réponse, une réactivité de la part de l'État qui ne correspond plus aux besoins du temps présent, dont on sait qu'ils sont quasiment immédiats. On voit bien ce que les entreprises peuvent gagner à plus de flexibilité. Les salariés, eux, à part éventuellement d'ailleurs qu'on préserve leur emploi, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à tout ça ? Les salariés devront, dans l'inévitable redistribution qui va se produire entre des charges sociales, la TVA, probablement un peu de CSG, les salariés devront trouver leur part. Est-ce que cela se fera à travers des charges sociales? Oui, vous dites pour retrouver une prospérité partagée, c'est important. Bien sûr, il n'y a pas de développement de société si cette société n'est pas celle d'un partage entre ce que l'on appelle classiquement des classes sociales, mais aussi entre les générations. Il faudra aussi considérer que les plus jeunes retrouvent leur part. Eux qui, dans l'état actuel des choses, si nous n'y faisons rien, risquent d'avoir des lendemains un peu complexes. Là, on peut dire que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous jouez un rôle moteur dans la formation et l'enseignement, les 2/3 de votre budget, vous gérez 12 écoles, dont HEC, etc. Et là, dans vos propositions, vous vous intéressez particulièrement aux formations professionnalisantes. Pourquoi ? L'idée, c'est que nous devons former des jeunes, les jeunes dont les entreprises ont besoin, et que nous devons le faire avec un minimum d'échecs en cours de route. Une des fiertés de la Chambre, c'est que son taux de décrochage en apprentissage, par exemple, c'est 5 à 6%, là où la moyenne nationale est de 20%. Et donc, tous les dispositifs qui permettent de mieux orienter,
qui permettent aux jeunes de choisir son apprentissage. On n'est pas indifféremment apprenti en mécanique ou en pâtisserie, à l'évidence. Donc qui permettent encore une fois de faire le bon choix le plus tôt possible et d'éviter les ruptures, les décrocheurs, comme l'on dit horriblement. Je crois que ceci est intéressant. Deuxième idée, se dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des études extraordinairement longues pour trouver un job. Et on connaît trop de cas de gens qui ont fait des études à bac plus X et qui, à l'âge de 25 ans étant venus, sont toujours dans la difficulté. Donc l'idée, c'est de se dire que à l'allemande, encore une fois, un bon bac plus 3, un solide bachelor, comme on dit maintenant en français, c'est probablement plus utile dès lors qu'il est passé par l'apprentissage, qu'il a connu l'entreprise, qu'éventuellement on y a mis une dose d'entrepreneuriat. Ceci sera sans doute plus efficace. Votre troisième volet porte plutôt sur le développement des métropoles et vous pensez bien sûr au Grand Paris, évidemment. On peut dire que vous prêchez pour votre paroisse, là. Je prêche non pas pour ma paroisse, mais pour 30% de l'économie française et pour près de 500 000 entreprises. Donc je pense que tout cela mérite qu'un jour ou l'autre, on se mette autour d'une table et que là où aujourd'hui nous connaissons 4, 5 niveaux de collectivités locales qui s'entremêlent, sans compter l'État et ses propres services qui sont légitimes, que peut-être on arrive à ce que connaissent toutes les grandes métropoles mondiales, c'est-à-dire une forme d'exécutif commun qui est une compétence générale, notamment en matière foncière. On sait que c'est là que les problèmes de logement coincent. On sait que c'est là que les problèmes de transport coincent. Et puis que cet exécutif aussi ait le pouvoir de véritablement garantir des financements et que ces derniers, notamment sur les transports, puisque là on a un superbe projet qui a été remarquablement développé, faire en sorte que ce projet soit financé, quels que soient les aléas électoraux ici ou là. Là, vous trouvez que le Grand Paris ne va pas assez vite et le modèle est plutôt du côté de Londres. Londres est un bon exemple, mais il en existe d'autres de par le monde. New York a aussi une autorité beaucoup plus compacte et donc nous devrions aussi y arriver. Le développement de Berlin, sa planification en termes d'urbanisme sur 20 ans est un exemple assez réussi. Là aussi, il y a une volonté commune et des décisions qui se prennent fortement. Merci Pierre-Antoine Gailly. Merci.